Bonjour à tous, merci de l'invitation. Je pense que si Sébastien dit encore une fois Madame Jabé, je ne reviendrai plus parce que sincèrement, là, à chaque fois, j'ai pris 5 ans. Alors, je ne sais pas à quel âge je suis rendue au-delà de mes 56 ans, mais boutade, mais qui n'est pas une boutade. Je pense que c'est, généralement, quand je me déplace comme ça, j'essaye d'avoir une communication et un accès qui nous permettent à tous et toutes d'échanger, de grandir, de s'instruire. Et ça se passe bien avec un tu puis un prénom. Donc, merci pour ça, puis pour tenter de respecter les normes. Mais mes normes à moi sont une grande accessibilité, j'espère en tout cas. Le deuxième merci vient pour cette invitation. Je le disais, puis je vais être un peu plus longue que les 5 minutes que vous m'avez données, vous ne me chicanerez pas. Mais c'est la troisième fois que je viens dans cette université et à chaque fois, j'y viens avec plaisir. C'est peut-être vrai que l'excellence n'a pas d'adresse, mais je l'ai écrit sur ma main. Je ne crois pas que c'est si vrai que ça. Si elle n'a pas d'adresse, elle a besoin en tout cas d'adresses qui l'accueillent, qui la soutiennent et qui la développent. Puis je pense que c'est une institution ici où on fait ça. En tout cas, j'y viens toujours avec beaucoup de plaisir. Il me reste encore 4 ans à mon mandat, donc vous pouvez déjà céduler une autre invitation. Je l'accepterai avec grand plaisir, sauf si je ne fais pas bien une bonne job, bien sûr. Je voudrais aussi dire un grand bravo aux organisateurs, aux organisatrices de ce genre d'événement. La formule est inspirante. Puis j'en parlais avec Caroline en arrivant. Puis elle n'est pas inspirante pour vous faire plaisir. On est dans un hall, on est avec des gens qui passent, avec peut-être des gens qui vont s'arrêter. On est sur des thématiques qui interpellent l'intersectorialité qui vous est chère. Donc, je pense qu'on est vraiment dans ce concept d'un lien étroit science-société qui me préoccupe beaucoup. Donc, pas seulement qu'on veut soutenir, mais qui, je pense, est absolument essentiel pour répondre aux enjeux de société qu'on nous confie et pour lesquels la société a des attentes. Donc, on n'a pas le choix que de fonctionner de cette façon-là. Vous le faites en air ouverte, en parlant sérieusement de science, mais en la rendant accessible. Donc, vraiment bravo pour cette initiative. Et c'est sûr que je vais la marquer en quelque part dans mon rapport à mon conseil d'administration. Donc, voilà comment on fait des petits pour des belles idées. Donc, bravo pour cette innovation. Donc, on m'a demandé de prononcer quelques mots, ou en tout cas de dire un petit peu ce que je pensais de cette mini-révolution qui est arrivée en début d'année et qui a positionné l'obésité non plus comme un trouble qui génère des enjeux de santé, mais bel et bien comme aussi une maladie à part entière, une maladie chronique. Donc, cet article qui est paru dans le Lancet ou un de ses dérivés, puis qui dit l'obésité préclinique, c'est peut-être un trouble, mais il existe une obésité clinique qui est une vraie maladie avec des vraies conséquences de dysfonctionnement sur les organes, la physiologie et plus loin, de façon par impact sur le fonctionnement de l'individu dans son milieu social. Alors, c'est très définitivement, je l'ai dit dans mon préambule, certainement une mini-révolution. Là, ce n'est pas simplement un tour de taille, comme on le dit bien souvent. Après ça, ce que j'en pense, ce n'est pas forcément moi la spécialiste. Cela dit, quand j'y réfléchissais, je me suis dit, c'est marrant, hein? Quand j'étais jeune, il y avait un truc qui s'appelait le cancer. Puis le cancer, quand j'étais jeune, puis je vous ai dit mon âge, là, j'ai 56 ans, c'était tabou. Souffrir d'un cancer du sein, c'était quelque chose dont on ne parlait pas forcément et c'était quelque chose qui était très paniquant. Puis là, vous me dites, mais d'où elle sort? On lui demande de parler d'obésité. Tout simplement parce que de nommer le cancer, les cancers comme des maladies, de créer de la mobilisation autour, de développer une notion de partenariat patient, a fait que aujourd'hui, le cancer, c'est toujours paniquant, ou les cancers, c'est toujours paniquant, mais ce n'est plus tabou comme c'était. Et la capacité d'établir du débat, du dialogue, de l'appropriation autour
a permis, à mon sens, des avancées diagnostiques, des avancées thérapeutiques avec des innovations qui sont absolument majeures, mais aussi des avancées au niveau du dialogue social qu'on a pu avoir autour, du dialogue partenarial qu'on a pu avoir autour. Et tout ça parce qu'on a nommé les choses correctement. Donc pour moi, cet enjeu sur la classification et la reclassification de l'obésité, c'est le grand intérêt que j'y vois. De pouvoir le nommer correctement, à mon avis, va permettre de passer de quelque chose qui peut être difficile à vivre, puis je pense que nos interlocuteurs en parleront beaucoup mieux que moi, à quelque chose qui enfin peut être regardé en face, sans tabou, et dans la préoccupation d'apporter des solutions à la fois au niveau moléculaire, diagnostique, au niveau physiologique, mais aussi au niveau sociétal. Puis les agendas, c'est parfois rigolo. Parfois, un agenda, c'est bourré de coïncidences, d'inattendus, de signaux qui paraissent arriver de nulle part. Puis j'aimerais vous dire que je voudrais bien être sociologue, puis me projeter dans 10 ans de maintenant, puis je me demande si c'est si une coïncidence que ça. Mais la coïncidence, c'est que la semaine dernière, j'étais à Montpellier pour le congrès de la Société française de santé et environnement, dont la thématique principale était l'alimentation, alimentation et santé. On y a parlé de l'effet de l'environnement sur l'alimentation sur son effet sur les environnements. On y a parlé d'alimentation et d'habitudes alimentaires qui changent incroyablement. On y a parlé d'aliments ultra transformés, vous me voyez arriver, là, toutes des choses qui vont aller à l'encontre, ou en tout cas qui vont ne pas arranger notre problématique de discussion aujourd'hui sur les troubles de l'obésité. Donc ça, c'est une partie de choses qui m'est arrivée la semaine dernière. Puis parce que, oui, peut-être j'ai un travail de scientifique, mais je suis aussi une femme qui a des habitudes un peu ludiques. Ce matin, je feuilletais, avant de me lever, mon L. Hein, voilà, moi, je ne sais pas combien lisent L, vous pouvez faire lire ce que vous voulez. Mais alors, je tombe, et je vous jure que c'est vrai, sur 2 articles dans L. Un de 4 pages sur Novo Nordisk. Merci, là, c'est puis pas Novo Nordisk insuline, hein, on s'en doute bien, hein. Novo Nordisk Ozempic. Et puis, je tombe sur aussi l'autre article qui mentionnait la démarche de l'OMS pour inscrire sur la liste des médicaments essentiels les médicaments qui sont des traitements GLP-1. Ça m'a un petit peu interpellée. Je me suis dit, voyons donc, là, c'est quand même fou à un moment donné comment tous les sujets viennent à converger. Puis, qu'est-ce que je retiens de ces signaux-là? Comment ça m'arrête? Qu'est-ce que j'en pense? Alors, je me suis dit, finalement, ça montre, l'importance immense, puis je pense que faut vraiment le rappeler, de la recherche fondamentale. Je veux dire, Ozempic aujourd'hui, et Ozempic n'a pas que des désintérêts, là, vous voyez mon petit biais, là, je pense qu'il est aussi très intéressant comme solution thérapeutique dans bien des cas, ça a été rendu possible parce qu'il y a 20 à 30 ans de travaux derrière. Et je pense que dans le genre de société dans lequel on vit, et particulièrement quand on parle du lien science-société, il est absolument essentiel de faire comprendre que cette démarche de recherche libre et fondamentale est absolument essentielle si on veut obtenir des solutions. La deuxième chose où ça m'a interpellée, c'est l'importance des partenariats. On n'aurait pas ces molécules-là disponibles aujourd'hui, et quel que soit le domaine thérapeutique, si à un moment donné, on n'avait pas d'interaction entre recherche, industrie, décideurs, médias en quelque part, attentes sociales. Donc, ce n'est pas juste des patients partenaires, ce sont des citoyens partenaires qui veulent des solutions et des enjeux économiques. Donc, la santé et la recherche en santé n'est certainement pas isolée. Par contre, elle doit être bien articulée. L'importance de l'acceptabilité sociale. C'est l'article de Elle ce matin, ou les 2 articles de Elle, j'étais comme, oui, c'est cute, c'est plein d'espoir pour plein de monde qui en ont besoin, mais gros malaise quand même. À un moment donné, est-ce qu'on doit vraiment comme en passer par des compagnies qui vont générer de tels revenus et dont on ne comprend pas forcément les systèmes de distribution? Puis, je l'ai placé sous l'angle de acceptabilité sociale parce que c'est probablement un rendez-vous manqué de débat sociétal auprès de l'apport de chacun des partenaires.
Je pense qu'on a besoin d'une industrie pharmaceutique, on a besoin d'une industrie de diagnostic, on a besoin d'une industrie agroalimentaire, mais on a aussi besoin que ces industries soient capables d'être influencées par nos attentes, par ce qu'on considère comme étant des éléments ultra importants d'équité et d'être capable d'avoir des solutions qui sont abordables par tous et toutes. Deux autres encore, l'importance de l'intersectoriel. Donc, je peux bien avoir des prescriptions, je peux bien avoir des médecins, je peux bien avoir des professionnels de santé. On ne répondra pas à l'ampleur de cet enjeu-là, mais à l'ampleur de n'importe quel enjeu, si je ne suis pas capable d'interpeller les déterminants alimentaires, les déterminants sociaux, les déterminants économiques, les déterminants culturels. Les déterminants culturels. Dans beaucoup de sociétés, on est en train de changer les habitudes culturelles des gens qui génèrent des problèmes que ces gens-là n'avaient pas auparavant et on n'en tient pas assez compte. Importance de la santé publique. Je pense que c'est un débat dont on ne peut pas échapper en ce moment. Dans ces mouvances où on va associer des agences sans forcément s'interroger clairement sur leur mandat, je n'irai pas plus loin dans cette discussion-là. On peut en parler en privé si vous voulez. Je pense que vous voyez exactement ce que j'en pense. Mais la santé publique est une responsabilité collective. Donc, je pense que c'est une responsabilité de société que d'agir ensemble pour protéger pas seulement la santé humaine, mais la santé des environnements et notre biodiversité également. Et finalement, la sixième réflexion, je pensais en avoir 5, mais j'en ai eu 6, que ça m'a amené, cette convergence de choses dans lesquelles je me suis retrouvée, c'est l'importance de l'action publique, l'importance du fameux décideur. Puis j'écrivais ça, puis je me disais, ouais, mais t'es gentille, Carole, c'est qui le décideur à la fin de la journée? C'est drôle, hein, on écrit ça partout, il faut sensibiliser le décideur. Ben, finalement, le décideur, c'est tout le monde dans cette salle, c'est nos paliers gouvernementaux, c'est nos municipalités, d'une certaine façon, nos organismes communautaires aussi, en tout cas, j'aime à le penser. Et j'avais cette discussion en attendant. Pour moi, l'action territoriale est extrêmement importante. Je pense qu'il y a une empreinte dans chacun des territoires, empreinte qui lui est propre, comme l'empreinte de mon doigt. Elle doit être respectée, elle doit être prise en compte pour qu'on s'assure de développer des solutions qui sont durables. Alors, vous allez me dire, et puis je vais finir sur ces mots-là, et la recherche là-dedans, que fait-elle? La recherche là-dedans, il y a celle que je connais, celle qui est soutenue, encouragée par un organisme comme le FRQ. Le FRQ, en tout cas en matière de santé, s'emploie à dire que la recherche doit être une locomotive et elle doit être une locomotive d'un train à grande vitesse. On n'a pas le temps que d'attendre. Par contre, on est vraiment des fournisseurs de solutions, j'y crois incroyablement. Elle doit cultiver son intersectorialité. Je milite pour ça depuis le jour où je suis arrivée au FRQ. Des fois, c'est mal compris. Des fois, on pense que Carole, elle veut comme toute phagocyté, tout intégrer. Ça ne m'intéresse pas. Je veux créer des liens. Je veux m'assurer que l'ensemble des disciplines qui sont nécessaires pour solutionner un problème sont bien présentes. Donc, je voulais rappeler ça. L'importance de la science ouverte, l'importance de la science dans sa langue. Je sais que normalement, on dit la science en français, mais la science dans sa langue. Nous sommes sur des terrains pour lesquels la transmission de connaissances ne passe pas par des publications. Puis là, j'ai dit un gros mot parce que oui, bien sûr, les publications, c'est important vis-à-vis de nos pairs. Mais ce qui est fait aujourd'hui, l'utilisation de médias qui sont des médias différents est extrêmement importante, ne serait-ce que pour poser correctement nos hypothèses. Puis ça, je pense que des fois, on n'y pense pas suffisamment. C'est pas juste la montagne qui descend vers la mer et puis qui va vous expliquer, voici tout ce que vous devez savoir. Je pense que c'est aussi extrêmement important d'écouter le retour de vécu, l'ensemble des savoirs qu'on va cataloguer comme les savoirs expérientiels et pourtant qui vont nous aider à poser des gestes de recherche qui seront peut-être plus rapides. Secouer le statu quo. En ce moment, ça fait jaser là, dans les milieux fermés. Là. Il paraît qu'on va revoir le programme des centres de recherche. Oui, on va revoir le programme des centres de recherche. Et je pense pour le meilleur, pour avoir une recherche en santé qui soit, encore une fois, beaucoup plus inclusive et beaucoup plus intersectorielle et pas juste à connotation clinique ou médicale.
Donc, je vous remercie. Je vais m'arrêter là. J'ai pris beaucoup plus de temps que ce que vous me donniez, mais j'avais des messages vraiment à partager avec vous qui, j'espère, résonnent dans ce que vous allez, ce que vous faites, à tous les jours, puis les panélistes qu'on va entendre. Merci encore une fois de m'avoir donné, l'opportunité de m'exprimer et merci surtout, d'encourager, y compris pour notre relève et surtout pour notre relève et j'ai failli oublier, mais tellement important. Ce qui est dessiné dans des manifestations comme celle-ci, ce qui est dessiné dans une université comme celle-ci, ce sont des environnements dans lesquels la relève peut trouver un sens à ce qu'elle vient apprendre, puis ce qu'elle va déployer plus tard. Puis c'est grâce à eux qu'on en aura d'autres des solutions. Donc, je voudrais les encourager. Merci tout le monde. Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup, Monsieur Charles. Merci beaucoup, Madame Jabet. Vous m'excuserez de ne pas oser le Carole. On est très, très heureux d'être ici aujourd'hui. On a été présenté plus que suffisamment, là. Je pense que vous avez compris qui on est. Donc, c'est un grand honneur pour moi de présenter avec Alexandre Fizette, Andréane Dufour-Bouchard d'Équilibre. On va vous présenter aujourd'hui une conférence qui a ceci de particulier, dès que ça va partir, qui a ceci de particulier qu'on va discuter du même sujet. On va parler tous de la régulation du poids et de ce qu'on peut en penser, mais on va avoir chacun notre perspective. Donc, alors que Alexandre va parler de son point de vue fondamental, de son point de vue neurobiologique, moi, je vais aborder le problème sous un enjeu individuel, psychologique, et Andréane va le faire aussi d'un point de vue plus sociétal. Donc, c'est vraiment des perspectives qui vont s'additionner pour qu'on ait une idée encore plus complexe de ce phénomène-là. Avec ces perspectives-là viennent des langages qui vont être différents aussi. Alexandre va utiliser le mot obésité. Madame Jabet en a glissé un mot sur qu'est-ce que veut dire l'obésité. C'est une grande question. Alexandre parle du phénomène médical de l'obésité, donc il utilise ce terme-là. Pour sa part, Andréane, elle parle plus de la silhouette, la perception qu'on a du poids des gens. Donc, elle va utiliser le terme personne grosse, qui peut sembler un peu écorché, mais qui se veut une tentative de ramener ce terme-là comme un descriptif valide et qui n'est pas tabou, comme vous l'avez très bien exprimé. Donc, de dire, ben, un corps qui est gros, on peut appeler ça comme ça si ce n'est pas tabou de le faire. Donc, je vais tout de suite céder la parole à Andréane pour nous faire ce premier aperçu-là d'un point de vue sociétal. Merci. Merci, Marie-Pierre. Merci de l'invitation. Je pense pas pire. Bon, on va tester. La première à changer les diapos, c'est toujours la cobaye. Donc, je pense que je vous apprendrai rien en vous disant que les gens sont préoccupés par leur poids dans la population en général, on le sait. Équilibre, ça fait 5 ans qu'on fait une collecte de données avec la firme Léger pour vraiment documenter ici au Québec, dans l'ensemble de la population, comment les gens se perçoivent, c'est quoi leur relation avec le corps, l'alimentation, la nourriture. Donc, je vous présente les données 2025, toutes récentes. Vous êtes les premiers à les entendre aujourd'hui. Donc, il y a 73% des répondants et des répondantes qui sont d'avis que la société accorde trop d'importance au poids. Donc, les gens sont en général d'accord pour penser qu'on trouve ça un peu trop important. Quand on regarde au niveau du genre, ben, les femmes sont plus en accord avec ça, les hommes un peu moins, mais quand même dans une proportion importante aussi. Et si on regarde au niveau de l'indice de masse corporelle, là, c'est sûr qu'il y a toutes les mises en garde, les nuances à apporter à l'utilisation de l'indice de masse corporelle comme un déterminant individuel. C'est pas du tout dans ce contexte-là que je le présente, mais c'est vraiment pour voir un peu entre les gens qui sont dans des classes d'IMC plus faibles, des gens qui sont dans des classes d'IMC plus élevées. Est-ce qu'il y a une distinction au niveau de leur opinion par rapport à ces chiffres-là? Donc, on voit que les personnes qui ont un IMC plus faible sont moins nombreuses que les autres classes d'IMC à trouver que la société accorde trop d'importance à l'apparence. C'est quoi la raison exacte? Je ne peux pas nécessairement le dire, mais on peut peut-être penser que c'est des personnes qui ressemblent un peu plus au standard puis qui ressentent peut-être moins cette pression-là qui vient de la société. Il y a 56% des gens qui se trouvent trop gros, trop grosses. Ça aussi, c'est pas nécessairement quelque chose qui nous surprend, mais ça montre bien à quel point c'est un sujet qui préoccupe les gens. Au niveau du genre, il n'y a pas vraiment de différence.
Et au niveau des classes d'indice de masse corporelle, on voit que les gens qui ont un indice de masse corporelle plus élevé sont plus nombreux à se trouver trop gros et trop grosses. Puis souvent, un mythe quand même tenace dans la population, c'est que des fois, on a tendance à penser que les personnes grosses ne savent pas qu'elles sont grosses, qu'on doit leur dire qu'elles doivent en prendre conscience pour pouvoir faire des changements pour améliorer leur santé. Ça, c'est un mythe tenace. Puis ces chiffres-là, ça montre bien à quel point les personnes grosses se trouvent grosses, savent qu'elles sont grosses, donc de leur rappeler, c'est pas quelque chose qui va les aider, même si ça part pas nécessairement d'une mauvaise intention. Puis j'attire votre attention aussi sur les IMC plus faibles, même dans le 18,5 à 24,9, il y a quand même près d'une personne sur 5 qui se trouve trop grosse. Donc, on voit encore là que c'est beaucoup le reflet de la pression, des standards irréalistes de beauté qui sont vraiment ressentis par les gens dans cette population-là. 56% des gens qui souhaitent maigrir, peu importe le poids, ça aussi c'est important. Encore une fois, les femmes davantage que les hommes, mais j'attire quand même votre attention sur le fait qu'il y a près d'un homme sur 2 qui souhaite maigrir, peu importe le poids. Donc, c'est plus vrai non plus que c'est une problématique qui est juste féminine. Ça touche aussi les hommes, ça touche aussi les adolescents, les garçons, les filles. Donc, l'image corporelle, c'est vraiment une préoccupation qui touche tout le monde et la préoccupation à l'égard du poids, évidemment. Donc, au niveau de l'indice de masse corporelle, encore une fois, les IMC plus élevés sont plus nombreux à souhaiter maigrir, bien sûr. On peut penser aussi à tous les préjugés à l'égard du poids. C'est sûr qu'il y a certains risques associés au poids et à la santé, mais encore là, il y a plusieurs variables aussi qui influencent la santé autres que le poids, mais on voit quand même que les personnes qui ont un IMC plus élevé souhaitent maigrir. Puis encore une fois, il y a souvent l'idée un peu de tabou que les personnes grosses veulent pas maigrir, se prennent pas en main. Ça aussi, c'est beaucoup véhiculé dans la société, bien sûr, c'est faux, mais de voir qu'il y a plusieurs personnes grosses qui souhaitent maigrir, bien, ça montre que ces personnes-là le savent, tentent de maigrir, mais justement, peut-être que c'est plus complexe que ce qu'on pense pour pas faire des petits spoilers de la présentation qui s'en vient. J'attire encore votre attention sur les IMC plus faibles. Il y a beaucoup de gens aussi qui souhaitent maigrir, qui n'ont pas du tout de problématiques associées à la classe d'IMC n'est pas une classe qui les met à risque, dans le fond, de développer des problématiques de santé. Donc, on voit encore une fois que l'objectif n'est pas nécessairement la santé. La raison derrière, c'est beaucoup plus la préoccupation à l'égard du poids, l'apparence, puis peut-être la peur de prendre du poids, considérant aussi toute la grossophobie ambiante. 53% des gens qui sont inquiets d'être ou de devenir gros, donc ça suit la tendance. Les gens se préoccupent, sont inquiets. Les femmes, encore une fois, un peu plus que les hommes, mais les hommes quand même dans des proportions qui sont non négligeables. Au niveau, encore une fois, des catégories d'IMC, les personnes qui sont dans des IMC plus élevés sont encore plus nombreuses à être inquiets d'être ou de devenir encore plus gros. Mais encore une fois, dans les classes d'IMC plus faibles, c'est quand même des proportions très importantes. 30-40% des gens qui ont peur d'être ou de devenir gros, encore une fois. On a défini la grossophobie équilibre avec des partenaires, des experts, non pas juste comme toute la stigmatisation, la discrimination qui est vécue par les personnes grosses, mais aussi la peur collective qu'on a de prendre du poids, puis l'utilisation de toutes sortes de moyens de contrôle du poids qui sont malsains pour la santé aussi. Donc, ces données-là montrent encore une fois l'importance d'aborder ces sujets-là pour l'ensemble de la population. Il y a même 37% qui sont obsédés par le contrôle de leur poids. Quand on dit obsédé, c'est pas juste de dire aujourd'hui, je suis un petit peu moins bien dans ma peau. C'est vraiment un niveau de préoccupation qui est très envahissant, un niveau qui peut nous empêcher de nous épanouir aussi dans les autres sphères de notre vie pour être une personne pleinement épanouie. Donc, ça prend trop de place. C'est souvent banalisé aussi. C'est un peu normalisé le fait de se préoccuper de son poids. Mais quand on est rendu au niveau de l'obsession, c'est vraiment que c'est très envahissant. Les femmes sont plus obsédées que les hommes par leur poids, mais quand même encore 27% des hommes, c'est une proportion importante. Et quand on regarde au niveau des classes d'IMC, bien évidemment, les personnes qui ont un IMC plus élevé sont plus obsédées par leur poids. Puis encore là, considérant déjà les préjugés que ces personnes-là vivent, considérant à quel point c'est difficile de perdre du poids, surtout et encore plus souvent pour les personnes qui ont des IMC plus élevés, bien, on peut imaginer à quel point ils doivent vivre beaucoup de détresse, ces gens-là, puis à quel point, justement, il faut faire attention à la façon dont on aborde le poids avec ces personnes-là. Et encore une fois, les personnes qui sont dans un IMC plus 18,5, 24,9, 30% quand même qui sont obsédés. Donc, encore là, on voit encore les ravages que la norme de minceur, les préjugés à l'égard du poids font chez l'ensemble de la population, peu importe le poids. Finalement, dernière petite statistique, 31% des gens ont surtout essayé de perdre du poids. Donc, on voit que c'est encore quelque chose qui préoccupe les gens. Les gens essayent de contrôler leur poids de toutes sortes de façons. Les femmes, encore une fois, plus que les hommes. Et si on regarde encore une fois au niveau des classes d'IMC, les gens qui ont des IMC plus élevés essayent aussi de perdre du poids. Donc, encore une fois, l'espèce de mythe que les gens
font rien pour essayer de contrôler leur poids. C'est faux. Il y a souvent beaucoup de personnes qui ont souvent essayé de perdre du poids, mais en vain. Donc, encore une fois, peut-être que d'avoir une approche qui mise plus sur la santé globale, mais qui est moins axée uniquement sur la perte de poids, c'est une façon justement de mieux aider ces personnes-là au niveau de leur santé. Et encore une fois, dans les classes d'IMC plus faibles, il y a quand même beaucoup de gens qui essayent quand même de perdre du poids. Donc, encore une fois, pression de la société et des standards irréalistes. Donc, je passe la parole pour comprendre pourquoi c'est si difficile. Merci, Andréane. Donc, on vient clairement d'en apprendre beaucoup sur la perception que les gens ont par rapport à leur propre corps. Clairement, d'être en surpoids, c'est une préoccupation majeure d'une frange importante de la population. Mais qu'est-ce que les chiffres disent? Est-ce que l'obésité est une problématique à ce point-là répandue? Peut-être que le titre de ma diapositive vend un peu la mèche. Effectivement, l'obésité, c'est une condition qui est fort commune. On va parler de l'essentiel des pays d'Amérique. Ils vont se retrouver avec une prévalence qui peut osciller entre le 25 et le 50 % de la population aux prises avec une situation d'obésité. C'est une maladie qui va aller affecter à la fois les pays émergents et les pays développés. Donc, on parle d'une condition qui est extrêmement commune. Maintenant, on peut se poser la question, pourquoi on se retrouve avec une prévalence d'obésité qui est aussi importante? Qu'est-ce qui peut expliquer tout cela? Il y a énormément de mésinformation par rapport à l'obésité qui va circuler. On va entendre parler, entre autres, c'est des problèmes qui sont génétiques. Qu'en est-il? La génétique du poids. Selon vous, quel pourcentage de gens qui sont en situation d'obésité le sont à cause d'une mutation génétique importante qui explique leur surpoids? Est-ce qu'on parle d'une personne sur 5? Une personne sur 10? On a une main levée au fond. Une personne sur 5, donc environ 20 % des personnes en situation d'obésité le seraient à cause d'une mutation génétique grave. En fait, on parle de moins de 5 %. Ça veut dire qu'au Canada, sur le 30 % d'individus qui vont souffrir d'obésité, environ 1,5 % peut s'expliquer de par une mutation génétique grave. Qu'en est-il pour le 28,5 % restant? Est-ce qu'on se retrouve finalement avec des personnes où la génétique n'a rien à voir avec leur surpoids? C'est là qu'il faut faire la distinction entre les maladies génétiques un peu plus graves et la simple variabilité génétique d'un individu à l'autre. Qu'en est-il? Est-ce que tout le monde ici dans la salle ressent la faim de la même manière, absorbe la nourriture de la même manière? Il y a des petites différences subtiles entre les individus qui font que ce n'est pas le cas. Un bon exemple, ce serait ce qu'on appelle l'efficacité alimentaire. Par exemple, 2 personnes avec exactement les mêmes besoins énergétiques face exactement au même repas. L'une des personnes va absorber un certain nombre de calories et son voisin pourra en absorber jusqu'à 10 % plus. Même dépense d'énergie, même repas, simplement une plus grande efficacité alimentaire. Et à la fin de la journée, pour un apport alimentaire régulier d'environ 2500 calories, on pourrait aller chercher jusqu'à 250 calories par jour additionnelles qui auront été absorbées pour des mêmes besoins énergétiques. Là, vous me direz 250 kilocalories, ça se traduit comment? Ça se traduit par la création d'1 kg de gras à chaque mois. 12 kilos par année, 25 livres. Donc, au final, 2 individus, même besoin énergétique, même alimentation. Une personne, sans faire d'effort, garde le même poids. L'autre personne à côté gagne 25 livres par année. Ça devient tout d'un coup un peu plus difficile de les blâmer. Mais maintenant, on va beaucoup se poser la question, pourquoi est-ce qu'il y a ces différences-là? Pourquoi est-ce que c'est aussi important, cette variabilité-là, d'un individu à l'autre? On va beaucoup penser à la génétique, encore une fois. Qui dit génétique dit un peu sélection. Donc, ça, c'est un lieu commun, on en entend parler. Les humains, ça fait des centaines d'années qu'on évolue. On a essentiellement évolué dans un environnement avec une faible disponibilité alimentaire. Qu'est-ce que ça veut dire? On a évolué pour être le plus efficace possible, pour survivre à la famine, ce qui fait qu'on absorbe le plus possible de calories, ce qui explique le 30 % d'obésité. Par contre, comment est-ce qu'on explique le 70 % de gens qui ne sont pas en situation d'obésité? Est-ce qu'ils ont oublié d'évoluer? Peut-être pas, finalement. Il y a peut-être quelque chose d'un peu plus complexe. Ce qui m'amène à parler ici de la génétique du groupe, ce qui est souvent un angle un peu inexploré de l'évolution. Des chercheurs qui se sont intéressés au cerveau, un peu comme moi, aux neurotransmetteurs et autres, ont planché sur une hypothèse fort intéressante, où est-ce qu'on peut un peu séparer les individus en 2, disons, catégories. On va parler de l'Homo exostaticus.
C'est la personne, là, vous pardonnerez les diapositives en anglais, c'est pas moi qui les a créées. Donc, le mot exostaticus serait une personne qui mange dès qu'elle voit la nourriture. L'objectif est d'accumuler des réserves énergétiques. Et de l'autre côté, on va aller voir le mot endostaticus, qui, à l'inverse, va uniquement manger lorsque la faim est ressentie de manière importante. Donc, on peut voir dans une période de forte disponibilité alimentaire, mais le mot exostaticus commence à devenir un peu enrobé et probablement un peu moins efficace pour aller courir après la nourriture ou pour se défendre, par exemple, contre des prédateurs ou même d'autres tribus. Par contre, dans une situation de famine, ça va être celui qui va survivre. Le mot endostaticus n'aura peut-être pas accumulé les réserves, ne sera peut-être pas assez efficace pour absorber les calories qui vont être disponibles dans l'environnement. Qu'est-ce que ça veut dire au final? Ça veut dire que pour que le groupe survive à travers différentes situations, c'est important qu'on puisse retrouver ces deux types de personnes, le mot exostaticus, le mot endostaticus. Et si on ne devait avoir qu'un seul type de personne, le groupe finirait par y passer en fonction des circonstances. Donc, d'avoir cette diversité de réponses face à l'alimentation, c'est évolutivement important pour le groupe. Maintenant, qu'en est-il en 2025? Eh bien, on est dans un environnement de forte disponibilité alimentaire. On a parlé d'aliments ultra transformés, par exemple. On se retrouve ici, au final, avec les Homo exostaticus qui vont naturellement gagner du poids. Alors que d'autres personnes, sans nécessairement devoir faire des efforts en particulier, vont garder un poids corporel qui est relativement sain, relativement faible. Encore une fois, c'est un peu plus difficile de les blâmer lorsqu'on regarde tout cela. Donc, tout ça m'amène à me dire, c'est très intéressant, on se retrouve ici avec le mot exostaticus, le mot endostaticus, ça demeure des extrêmes. En réalité, on se retrouve sur un éventail de réponses alimentaires qui vont d'un extrême à l'autre, qui explique qu'on a aussi un éventail de corps qui sont différents. Est-ce que, une fois qu'on est né dans une catégorie, on est condamné à ce poids corporel jusqu'à la fin de notre vie? Évidemment, on parle de prédisposition. C'est très important de comprendre que l'environnement joue aussi un rôle important. Puis en plus d'avoir une prédisposition, une programmation du cerveau, c'est important de comprendre que le cerveau lui-même peut réagir à notre poids. Où est-ce que je m'en vais avec tout ça? Je vais peut-être faire un petit pas de côté pour parler d'Ozempic. On a parlé d'Ozempic, le médicament qui permet de perdre du poids. On parlait de GLP-1. Moi, je n'irai pas trop en profondeur aujourd'hui. Mon but, c'est vraiment d'y aller avec le concept derrière l'obésité. Donc, le médicament Ozempic, on dit que c'est un médicament miracle. Qu'en est-il pour de vrai? On a un exemple ici de courbe de poids d'individus qui prennent le Ozempic. Donc, par exemple, sous un placebo, pas vraiment de perte de poids. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on prend Ozempic pendant un peu plus d'un an? Une perte de poids qui est majeure. Et Ozempic, la perte de poids, c'est pas de la magie. On a une modification assez importante des habitudes alimentaires qui se produit. Et tout ça, on pourrait se dire, bingo, tout est réglé, parce qu'après un peu plus d'un an, les habitudes alimentaires sont changées, le poids est perdu, on peut cesser la médication, on cesse le médicament, tout va bien. Et qu'est-ce qui se passe quand on arrête le médicament? Oups, le poids revient. Donc, il y a quelque chose d'encrypté, il y a quelque chose au niveau du cerveau qui pousse l'organisme à regagner du poids. Qu'est-ce qui explique tout ça? C'est un peu difficile à comprendre. Mais ce qu'on sait, c'est que le cerveau, c'est vraiment le plus important dans cette régulation. Le cerveau, j'aime beaucoup le voir comme étant un petit peu un thermostat. Le thermostat, la température, ça sera un petit peu le poids finalement que votre cerveau va tenter de contrôler. Mais par contre, à la différence d'un thermostat, au lieu d'avoir du chauffage ou de la climatisation, le cerveau va être capable de jouer sur la balance énergétique, favoriser la prise alimentaire, favoriser la dépense d'énergie. C'est ça ses outils à lui. Puis ce qu'on peut observer, c'est que dans une situation d'obésité chronique, le thermostat semble un peu déréglé, semble un peu défendre un poids corporel plus élevé. Autrement dit, la faim va être ressentie de manière plus importante et le corps lui-même va diminuer sa dépense d'énergie. Rien pour aider à la perte de poids. Donc, au final, moi, je m'intéresse
au thermostat lui-même du corps, qu'on va appeler l'hypothalamus, le thermostat du poids corporel. Je ne veux pas aller trop en détail pour ne pas ennuyer personne, mais je vais vous présenter un peu le type de recherche que mon laboratoire fait pour essayer de décrypter comment le thermostat du cerveau par rapport au poids fonctionne. On s'intéresse en particulier à une région qu'on peut retrouver complètement dans le bas du cerveau. Vous remarquerez ici, ce n'est pas ni moi ni vous, ça va être une souris. On travaille vraiment de manière un peu plus fondamentale. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans le fond ici? Des neurones. Des neurones, souvent des types de neurones qui vont pouvoir donner la faim ou couper la faim, des neurones de satiété. Puis ce qu'on a pu observer dans une situation d'obésité chronique, dans la maladie de l'obésité, c'est des changements d'identité, des neurones responsables de la satiété, qui n'arrivent plus à créer ce sentiment de « je n'ai plus faim ». J'ai des étudiants dans mon laboratoire, Alissa et Ambika, qui travaillent à essayer de comprendre pourquoi ça arrive et si c'est réversible. Mais en plus de tout ça, on va aussi avoir au cœur de ce thermostat du poids corporel une espèce de glu qui peut entourer les neurones. On appelle ça la matrice extracellulaire. Et cette glu-là va être capable de limiter la capacité des neurones à s'adapter à des changements d'environnement. Pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans une situation d'obésité, on a fait le suivi, puis qu'est-ce qu'on remarque? Cette matrice est digérée lorsqu'on se retrouve dans une situation d'obésité. C'est quoi les conséquences? On ne le sait pas, mais Mathis est en train d'essayer de résoudre tout ça. On peut voir des images de microscopie. Je ne sais pas si vous les voyez super bien, mais en vert, c'est littéralement les neurones qui nous font sentir la faim, alors qu'en rouge, c'est la glu dont je vous parle qui peut entourer certains de ces neurones. Finalement, on entend souvent parler qu'on est né avec tous les neurones qu'on aura besoin au courant de notre vie et qu'il n'y en a pas des nouveaux qui se font au courant de l'existence. Donc, faites très attention à vos choix de vie. Bon, oui et non, mais en même temps, mauvaise nouvelle, en fait, bonne nouvelle, il y a des nouveaux neurones qui peuvent se faire, incluant dans la région du thermostat pour le poids. Et en fait, pour essayer de comprendre comment, pourquoi ces neurones apparaissent et quels sont leurs rôles, on va avoir un étudiant, qui est d'ailleurs ici aujourd'hui, Carl, qui va tenter de résoudre cette question. Évidemment, ça, c'est comment le cerveau, comment le thermostat du corps peut être affecté par le poids. Mais on le sait qu'il y a aussi des circonstances dans la vie où le contrôle du poids corporel semble un peu hors de notre contrôle, en particulier pour les femmes. Qu'en est-il? Si on regarde un peu le cheminement de la vie, très traditionnel ici, parce qu'on parle d'enfants, qu'est-ce qui se passe dans la vie d'une femme? Deux moments qui sont cruciaux pour la gestion du poids. On va parler de la grossesse, où est-ce que tout est déréglé, point de vue contrôle du poids corporel. Là. On n'est plus en train de tenter de garder le même poids. Il faut supporter la croissance d'un enfant. Et on va aussi parler de la ménopause, qui est un moment où est-ce qu'on peut souvent observer du gain de poids, qu'on a des fois de la misère à expliquer, mais qui est biologiquement compréhensible. Et en fait, sans aller dans les détails, présentement, deux étudiants du laboratoire tentent respectivement de comprendre comment le cerveau contrôle le poids corporel pendant la grossesse et aussi quelles sont les conséquences des changements hormonaux lors de la ménopause sur le contrôle du poids. Tout ça en tenant compte de comment le cerveau est modifié par l'obésité chronique. Donc, s'il y a quelques informations que je voudrais vraiment que vous reteniez de ce que j'ai dit aujourd'hui, la première, ce serait que le poids corporel va être déterminé par beaucoup de choses, incluant des choses qui sont hors de notre contrôle. On va parler ici de la génétique et du remodelage du cerveau. Personne ici peut volontairement agir là-dessus. Et l'obésité va aussi être affectée par des facteurs qui vont affecter notre capacité à contrôler. La sensation de la faim est quelque chose qui n'est pas vécu de la même manière d'un individu à l'autre et qui peut amener évidemment des conséquences importantes sur le comportement. Et, on l'a parlé au tout début, la capacité d'absorption peut aussi nuire ou faciliter le contrôle du poids. Donc, sur ce, j'aimerais passer la parole à Marie-Pierre pour la suite des choses. Merci beaucoup, Alexandre. C'est à moi de faire un peu le nœud entre les deux parties de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Donc, de plus en plus d'études démontrent que la régulation du poids, c'est complexe. Moi, ça m'a bien convaincu ce que Alexandre a présenté.
Il y a de plus en plus d'évidence que le poids est très difficile à contrôler pour la plupart des individus, mais on se retrouve quand même dans la situation qu'Andréane nous a présentée où mais la majorité des gens, peu importe leur poids, sont très préoccupés, voire obsédés par le fait de contrôler. Comment ça se fait qu'on essaie de contrôler quelque chose qui finalement est peut-être largement pas sous notre contrôle? Donc, de mon point de vue individuel, psychologique, je vais vous parler de 3 biais 3 biais cognitifs qui font que les croyances par rapport à la régulation du poids vont demeurer très fortement ancrées dans l'esprit de la plupart des gens. Le biais d'attribution, je suis en contrôle de ma vie, donc je suis en contrôle de mon poids. Le biais de généralisation, tous les corps fonctionnent de la même façon. Et le biais du consensus social où tout le monde devrait correspondre à un idéal de beauté. Donc, premier biais, le biais d'attribution. Le biais d'attribution, c'est quelque chose qui est largement protecteur. C'est la croyance que si je fais des bonnes choses, il va m'arriver des bonnes choses. Donc, la croyance en ce qu'on appelle un monde juste qui est très protectrice au sens large. Si vous croyez que vous êtes en contrôle de votre vie, vous êtes probablement plus heureux, plus éduqué, plus financièrement à l'aise. C'est quelque chose qui nous encourage à faire des efforts. Le biais d'attribution, qu'on va dire une attribution qui est plus interne, là, ça devient un problème dans le contexte des préjugés parce qu'on va avoir l'impression que si je fais des efforts, donc j'obtiens des conséquences, donc je devrais être capable de faire des efforts et mon corps devrait refléter la quantité et la qualité de ces efforts-là. Donc, je devrais pouvoir tenter de contrôler mon poids et les autres devraient aussi tenter de faire ces efforts-là. Et si ça ne marche pas, je me sens responsable et j'attribue la responsabilité aux autres. Donc, ce biais-là va faire que les gens, et c'est un biais qui ça implique un certain deuil de renoncer à ce biais-là. Si je vous dis, désolé, mais peu importe si vous faites des gros efforts dans la vie, ça se peut que vous n'ayez pas des résultats positifs. C'est déstabilisant pour la plupart des gens. Et donc, ça implique un deuil collectif que, peut-être que finalement, on n'était pas en contrôle autant qu'on pensait des choses dont on pensait qu'on était en contrôle, incluant le poids. Deuxième biais, c'est le biais de généralisation. Tous les corps devraient fonctionner de la même façon. C'est un principe d'égocentrisme. On a toujours l'impression que notre réalité est la même que celle des autres. Donc, tous les corps devraient, par exemple, avoir le même lien entre le poids et la santé. Pourtant, il y a plusieurs études maintenant qui s'accumulent pour démontrer qu'il y a des gens qui vont avoir un poids plus élevé et qui vont présenter une bonne santé physique. Et ça, c'est largement variable. Il y a des gens pour qui l'association entre le poids et la santé va être très forte et d'autres pour lesquels elle va être moins forte. Donc, Alexandre l'a bien présenté, comment la façon dont le corps va réguler le poids va être aussi largement variable d'un moment à l'autre de la vie. Ce que le biais de généralisation fait, c'est qu'on perd de vue ces expériences-là, puis on se dit, si moi, à tel moment de ma vie, je suis capable de réguler mon poids, je devrais être capable de le faire tout le temps, et tout le monde devrait être capable de le faire de la même façon que moi. J'enseigne en psychologie de la santé. M. Charles l'a dit tantôt. Une des choses que je demande à mes étudiants, qui sont des étudiants au baccalauréat en psychologie, c'est de déterminer s'ils ont l'impression que leur poids est un accomplissement personnel ou une question de chance. Et la plupart d'entre eux vont dire que c'est un accomplissement personnel. Je mets beaucoup d'efforts pour entretenir ma santé, pour faire l'activité physique. Et puis là, je leur dis, mais ça, c'est vrai. En ce moment, vous avez 20 ans. Est-ce que ça sera vrai toute votre vie? Est-ce que c'est vrai pour votre voisin? Et c'est là qu'on essaie d'ébranler ce biais de généralisation. Le troisième biais, c'est le biais du consensus social. Alexandre l'a bien expliqué, il y a des humains de tous les formats corporels, comme il y a des gros chats et des petits chats. Puis nos gros chats, on les aime quand même quand on se fait chicaner par le vétérinaire. C'est vrai pour la plupart des espèces. Il y a des gros ratons laveurs, puis il y a des petits ratons laveurs. Mais on a décidé que les humains, on avait 2 choix. Puis ces 2 choix-là, c'était d'être mince. On a une alternative qui est apparue dans les dernières années, c'est celle d'être musclé. Je ne suis pas sûre que c'est moins d'ouvrage, mais on a une alternative. Donc, ces idéaux-là sont très, très, très restrictifs. Mais on est convaincu que tout le monde devrait ressembler à ces idéaux-là, même si, finalement, ce n'est pas la variation naturelle. Je parle juste brièvement de cet idéal athlétique-là. Dans les années, quand j'ai commencé à étudier l'image corporelle, on parlait surtout de l'obsession de la minceur. Les gens voulaient être minces. L'idéal était quelque chose de plus épuré.
De plus en plus, on voit apparaître ce nouveau idéal-là qui est plus musclé, des fois un petit peu plus associé à l'activité physique, et c'est associé à plus de santé, justement, parce que c'est associé à l'activité physique qui est indéniablement associée à une santé positive. On s'est intéressé, ben pas on, là, on étant pas moi, plusieurs équipes se sont intéressées à dire est-ce que c'est mieux de viser l'idéal de beauté athlétique? Ça ne l'est pas, ça a les mêmes conséquences. Tant qu'on essaie de viser un idéal qui n'est pas en lien avec notre propre corps, c'est négatif, peu importe lequel est cet idéal. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a classé les gens en 2 catégories. Les gens qui répondaient aux idéaux de beauté, qui gagnaient tout, le succès, la compétence, la capacité à se réguler, ils sont vus comme ça. Puis les gens qui ont un poids plus élevé vont être vus comme des gens qui ont moins de discipline, qui sont plus paresseux, qui sont moins performants. Puis on s'est mis à classer les ratons laveurs, puis les gros ratons laveurs se sont mis à être stigmatisés. Et ça, c'est quelque chose qui démarre très tôt dans l'enfance. J'ai mis un mini-exemple des princesses Disney. Nommez-moi une princesse Disney qui n'est pas mince. Il n'y en a pas. Et les méchants, les personnages d'un méchant comme... comment s'appelle la méchante? Ursula. Ursula, la méchante sorcière dans La Petite Sirène, ces personnages-là vont être plus gros. Donc, ça commence très tôt, cette espèce de classification-là, comme si on devait correspondre à ça. Tout ça, c'est vrai, surtout si vous êtes des habitués des médias sociaux. Plus on est exposé aux médias sociaux, plus on va avoir cette impression-là qu'on devrait pouvoir contrôler notre poids. On devrait le faire comme les personnes qu'on voit sur les médias sociaux et on obtiendrait alors le corps qui correspondrait aux idéaux de beauté. C'est pas le cas. On se retrouve avec des gens qui sont très préoccupés. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Andréane va nous présenter quelques-unes des campagnes d'équilibre, puis ensuite, je vais vous parler d'une étude qu'on a menée pour voir qu'est-ce que ça donne d'être exposé à ça. On est aussi sur les réseaux sociaux, donc des fois, il y a des contenus aussi qui diluent positivement les autres messages. Donc, le but pour Équilibre, c'est vraiment d'amener les gens, peu importe le poids, à développer le plaisir de manger, de bouger, d'être bien dans leur corps, d'accepter justement que peut-être que le contrôle qu'on a sur notre poids ou notre silhouette est plus limité que ce qu'on pense pour que finalement l'ensemble de la population, peu importe le poids, puisse être bien dans sa peau. On a plusieurs campagnes. Le truc, c'est de répéter souvent le message sous différentes formes pour essayer que ça rentre, qu'on combatte finalement toutes les normes sociales irréalistes qui sont présentées dans notre société. Donc, comment on fait? On a plusieurs campagnes de sensibilisation. Une, entre autres, qui porte sur la grossophobie, qui s'appelle « La grossophobie, ça suffit ». Donc, ce qu'on veut faire par cette campagne-là, c'est vraiment de déconstruire les préjugés les plus tenaces, que les personnes grosses mangent mal, sont paresseuses, ont besoin de se faire dire de maigrir pour les aider, tout ça. On déconstruit ces préjugés-là. On amène aussi les gens à prendre conscience de toutes les situations que les personnes grosses peuvent vivre, parce que des fois, même si on veut être des bons alliés, qu'on est des bons ambassadeurs, qu'on y croit, on ne vit pas nécessairement la réalité des personnes qui ont un corps différent du nôtre. Donc, d'amener les gens à prendre conscience de ça, ça aide encore une fois à déconstruire les préjugés. Je vous donne un exemple d'une vidéo qu'on vient juste de faire cette année pour sensibiliser la population. Oh, ça commence bien la journée, ça. La chaise, ce sera pas possible. On a de la place sur la banquette sinon. Non plus. On a de la place au bar après. Ben oui, de la place au bar. Au régime, hein? Pardon? La salade. Non? Ah, non. Ah. Pas ta manche chaude et comme ça, hein? Hey, te lâche pas! C'est aujourd'hui à faux début. Je fais ça tous les jours. Bonjour. Quand on a un corps comme le mien, on vit plein de situations qui passent inaperçues puis qui sont souvent banalisées. C'est pas super le fun, surtout quand ça arrive à répétition. C'est correct que vous le sachiez pas, c'est pas votre réalité. Juste en prendre conscience, ça fait toute la différence. Donc, voilà, un exemple de contenu qu'on développe. On a aussi des billets de blog, des balados. On collabore avec des experts, des chercheurs. Donc, on allie aussi la science avec les interventions qu'on fait pour aider les gens.
Une autre campagne qu'on a, dans le fond, c'est sur l'impact des commentaires sur le poids. Donc, quand on prend conscience de l'omniprésence d'abord des commentaires, le temps des fêtes s'en vient, là, je pense que ça va être un bon moment pour en prendre conscience. Aussi du fait que les commentaires, même s'ils sont positifs, des fois qu'on complimente des gens par rapport à leur perte de poids, ben ça entretient encore une fois l'idée qu'on était mieux, qu'on est mieux maintenant qu'on est mince, parce que quand on était plus gros avant, ben c'était moins bon, que si on reprenait du poids, on aurait moins de valeur aux yeux des gens. Donc, d'amener à prendre conscience de ça aussi. Puis cette campagne-là, je vais vous montrer encore une petite dernière vidéo. On la faisait pour amener les gens à réaliser aussi que les commentaires qu'on fait durant l'enfance marquent aussi pour très longtemps, puis peuvent influencer la façon dont on va penser à notre corps. Rentre ton ventre, ça va être plus beau. Rentre ton ventre, ça va être plus beau. Bonjour. Rentre ton ventre. Ça va être plus beau. Hey, c'est correct? Rentre ton ventre, ça va être plus beau. Rentre ton ventre, ça va être plus beau. Donc, encore une fois, prendre conscience de l'impact des commentaires. On a une campagne cette édition-là, la campagne va être la 14e édition lundi, qui va parler justement de comment réagir aux commentaires sur le poids qu'on peut recevoir, entre autres, durant le temps des fêtes. Une autre façon d'aider aussi à travailler sur l'image corporelle, à développer aussi des environnements qui vont être plus inclusifs, bien, c'est d'amener les gens, dans le cadre, entre autres, de la semaine sans diète, à prendre conscience des impacts de la privation, de la restriction, de la culpabilité, parce que finalement, ce qu'on veut et ce qu'on devrait faire, bien, c'est d'avoir une relation plus positive avec l'alimentation, l'activité physique pour pouvoir maintenir ces comportements-là dans le temps, des comportements qui vont être bons à la fois pour notre santé physique et notre santé mentale. Donc, encore une fois, on a différents contenus, balados, billets de blog, vidéos de sensibilisation. Une autre façon de faire aussi, c'est de se questionner sur la place qu'on accorde à l'apparence dans la société. Donc, on a une campagne qui s'appelle « Être au-delà du paraître ». Avant, c'était la journée sans maquillage qu'on a rebaptisée dernièrement pour mieux répondre aux objectifs, dans le fond, qu'on avait dans le cadre de la campagne. L'idée, c'est pas de dire on ne doit plus jamais penser à notre apparence ou on ne doit plus jamais se maquiller, mais c'est juste de voir à quel point ça prend beaucoup de place. Est-ce que ça nous stimule? C'est notre créativité, on s'affirme? Ou à l'inverse, ça prend tellement de place qu'on se sent mal de sortir si on n'est pas maquillé. On réfère toujours à notre apparence parce qu'il faut qu'elle soit parfaite. On se vérifie dans le miroir, on regarde de quoi on a l'air toujours. Donc, de prendre conscience de ça pour autant individuellement que collectivement, essayer d'accorder un petit peu moins de place peut-être à l'être et au paraître plutôt, mais un peu plus à ce qu'on est dans le fond, donc à tout ce que le corps nous permet d'accomplir, peu importe notre apparence, donc de miser un peu plus sur l'être. Donc, notre campagne « Être au-delà du paraître ». Et justement, pour voir si ces campagnes-là ont les effets qu'on souhaite sur la population, bien, on a le plaisir de collaborer avec Marie-Pierre depuis plusieurs années qui a évalué les effets de ces campagnes-là. Bon, on a presque fini notre course à relais. Pour finir sur une touche d'empirisme, effectivement, on s'est dit, c'est super, moi j'adore ce qu'Équilibre fait, je les achèterais, leurs affaires. On s'est dit, ça donne quoi finalement quand les gens consultent ce contenu-là? C'est le projet de ma super étudiante Ariane. On a recruté 300 personnes qui ne connaissaient pas Équilibre, qui ne connaissaient pas cet organisme-là. On les a exposés au contenu d'Équilibre avec de deux façons. Le tiers du groupe était exposé par courriel. On leur shootait tout le matériel d'Équilibre. Et l'autre groupe, on leur a juste dit « Abonnez-vous au compte Facebook, Instagram d'Équilibre ». C'est la seule manipulation expérimentale qu'on a fait. On les a testés pendant une année. On avait aussi un groupe contrôle à qui on faisait juste se poser des questions interminablement. Ces résultats-là sont super intéressants. Puis là, les couleurs, c'est pas ce qui ressort le plus sur le tableau. On va s'intéresser surtout, la ligne en bleu que vous voyez ici, c'est le groupe contrôle. Il n'aurait rien à arriver. Effectivement, il n'y a pas grand-chose qui a changé. La ligne en vert, qui est la ligne entre les deux, c'est le groupe à qui on a juste dit « Abonnez-vous donc au compte d'Instagram, au compte de Facebook, Instagram d'Équilibre ». Puis on a des effets avec cette toute petite manipulation-là. On a des effets à court terme. Dès qu'ils s'abonnent, ils vont, par exemple, augmenter leur satisfaction corporelle par rapport à leur apparence. Ils vont évaluer plus positivement leur apparence. C'est vrai au début et c'est vrai pour un effet qui dépasse une année, qui s'étire sur vraiment un très long terme. Ils vont avoir amélioré significativement leur image, leur satisfaction par rapport à leur apparence. C'est la même chose pour la satisfaction par rapport à leur poids. On a testé toutes sortes de variables, je vous en présente juste quelques-unes. L'internalisation des préjugés corporels. Jusqu'à quel point je pense que c'est vrai que je devrais correspondre à des standards, puis je pense que c'est important pour moi.
Ça aussi, ça diminue pendant la première période d'exposition, mais ça diminue aussi à long terme. Et c'est des effets qu'on va voir qui sont observés même pour notre groupe en vert. Notre groupe en orange, on s'attendait qu'il y ait une différence parce qu'on leur envoie par courriel. On les force à voir le contenu. Notre courriel en vert, je le rappelle, on leur a juste dit de s'abonner, notre ligne en vert. Il y a quand même ces effets-là qu'on peut observer. Sur les préjugés corporels, c'est tenace, les préjugés corporels. Je vais vous expliquer pourquoi. Les biais cognitifs viennent maintenir ces préjugés-là. On avait des effets seulement sur la sous-échelle qui s'appelle la peur de prendre du poids. C'est-à-dire que les gens avaient un peu moins peur de prendre du poids à la fin de l'exposition. C'est des effets qui sont petits. Vous l'avez vu, là, mes graphiques ne sont pas exceptionnels, mais ce sont des effets qui résultent d'une intervention qui était vraiment petite. La seule chose qui ont changé, c'est s'abonner aux médias sociaux d'équilibre. C'est des effets qui sont petits et cumulatifs. Et bien sûr, ça, c'est vrai seulement si les gens restent abonnés. Ceux qui se sont désabonnés, qui ont abandonné l'étude, on peut supposer que ces effets-là étaient pas aussi présents, mais c'est quand même une touche d'espoir de dire que le fait de consulter le contenu, même les petites vidéos que vous avez vues là, petits dans le sens qu'ils étaient courts, là, pas dans le sens que c'était pas le fruit d'un grand travail, d'être exposé à ce contenu-là, on voit des effets qui sont positifs sur l'image corporelle des personnes. Donc, on pense qu'à force de répéter le même message, on va finir par défaire les biais qui nous forcent à garder nos préjugés. Je vais laisser Alexandre conclure cette présentation à 3 têtes. Merci Marie-Pierre. Donc, effectivement, c'est moi qui ai l'honneur de pouvoir conclure tout ça. Et c'est moi le seul qui va pouvoir parler un peu au nom des autres. Donc, j'espère que le message va être le bon. Donc, au final, aujourd'hui, on a essayé de vous présenter la problématique du surpoids, la problématique de l'obésité, la perception face au corps gros, face au corps petit, de plusieurs manières différentes. Ça s'est fait à travers notre partenaire qui travaille chez Équilibre. Donc, merci beaucoup, Andréane. On va avoir moi-même, donc qui travaille de manière un peu plus fondamentale sur le cerveau et son rôle dans le poids corporel. Et finalement, on va avoir eu Marie-Pierre, qui va avoir travaillé beaucoup au niveau des biais cognitifs et de la perception du poids. Puis on a une petite liste finalement de messages, les take-home messages, je le dirais en français, les messages à rapporter à la maison, qui sont importants pour aujourd'hui, séparés en fonction de notre dimension d'étude. Donc, premièrement, Andréane nous souligne à quel point la préoccupation du poids, ça touche tout le monde. On a vu des chiffres qui sont absolument ahurissants. Et évidemment, chaque petit geste compte pour essayer d'améliorer l'environnement qui nous entoure par rapport au poids corporel. Ça fait du bien à tous, c'est productif pour la santé de tous. De mon côté, je pense que le message le plus important, c'est de comprendre que le contrôle du poids, c'est quelque chose qui est extrêmement complexe, qui va allier génétique et environnement, et on ne contrôle pas tout. Et en plus du fait que le cerveau peut contrôler notre poids corporel, mais notre poids corporel peut aller remodeler comment notre cerveau fonctionne. Finalement, Marie-Pierre va nous avoir expliqué beaucoup de choses par rapport aux biais cognitifs et à quel point ces biais sont robustes et à quel point on est préoccupé par le contrôle de notre poids, malgré le fait que ce n'est pas complètement en notre contrôle. Donc, pour pouvoir faire toute cette recherche, finalement, on a un support, évidemment, qui est assez important de la part d'organismes, de la part du gouvernement. Donc, on aimerait évidemment pouvoir remercier un petit peu tout le monde. Du côté d'Équilibre, on a un gros partenariat avec le gouvernement du Québec. Si vous voulez en apprendre plus, il suffit d'utiliser le code QR pour en savoir plus. Je pense qu'à la fois du côté de Marie-Pierre et de moi-même, on aimerait remercier nos participants d'espèces différentes, vous direz, mais quand même des participants essentiels à la recherche. Et évidemment, on a aussi les organismes subventionnaires, entre autres les FRQ, qui vont pouvoir rendre cette recherche qui est possible, finalement. Donc, je vous remercie de votre présence et bonne fin de journée. Je pense qu'il y a des périodes de questions aussi. On va prendre on va prendre les questions pendant une période de presque 20 minutes. Vous êtes bons? C'était comme des Olympiques. Vous êtes très performante. Attendez. Donc, dans la salle, je vais vous passer le micro. Vous pourrez lever la main. En ligne aussi, on est là. Donc, on prendra vos questions également. Est-ce que quelqu'un veut briser la glace? Ah, quelqu'un. Mais d'abord, merci pour cette excellente et dynamique présentation, vraiment.
très vulgarisé, vous êtes super. J'aurais aimé ça, Marie-Pierre, t'entendre sur d'autres types d'interventions qui permettent de travailler sur les billets, parce que je pense bien que tu travailles aussi plus largement. Fait que j'aurais aimé ça t'entendre plus sur ça. Puis, j'ai une deuxième question, c'est au-delà des interventions plus individuelles sur les billets, est-ce qu'il y a des interventions qui travaillent les collectifs? Parce que, en tant que femme ménopausée ou préménopausée qui s'est très bien reconnue dans le contexte, ben, je me suis rendu compte que d'être en lien avec des amis qui ont le même âge et qui vivent la même chose nous a beaucoup aidé, nous a amené collectivement à changer nos billets. Et j'ai pas l'impression qu'il y avait juste le changement individuel, mais que le fait qu'on était un collectif soutenant de femmes à peu près à la même étape de vie, que ça nous avait beaucoup aidé. Fait que j'aimerais ça t'entendre aussi sur l'intervention plus sur des collectifs d'êtres humains. 2 questions très intéressantes. Merci beaucoup. La première question en termes d'intervention, les biais par rapport au poids puis les biais cognitifs qu'on a par rapport à ça, c'est une des formes de préjugés les plus robustes qu'on a vues. Il y a plusieurs revues de la littérature qui démontrent qu'il n'y a pas grand-chose d'efficace. Quand on essaie puis notre étude montrait la même chose, il n'y a pas grand-chose qui bouge en termes de croyances quant à la volonté et la responsabilité des gens de réguler leur poids. C'est très robuste. Les choses qui ont été essayées, c'est donner de l'information. Peut-être le monde ne le savent pas, fait qu'on va les informer. Ça ne marche pas. Ça n'a pas d'effet sur un groupe, ça n'a pas d'effet sur des individus. On a essayé les autres approches qu'on connaît par rapport aux préjugés. Peut-être si on développe plus d'empathie, si on est capable de voir plus d'exposition, un peu comme par exemple quand on voit Debbie Lynch White dans la vidéo, de dire c'est une personne connue, aimée. Peut-être que si on développe l'empathie comme elle essaie de le faire dans la vidéo, peut-être que ça va aider. Ça aide les gens qui sont prédisposés à changer leurs croyances, les gens plus empathiques, les gens qui ont déjà un biais d'attribution moins interne. Donc, ça convainc les convaincus. C'est pas très efficace non plus. On a essayé plein de choses. Dans mon équipe, on a essayé une exposition en réalité virtuelle. Peut-être que si on se voit soi-même dans un corps plus gros, ça exacerbe en fait le dégoût que les personnes vont ressentir. Alors, à ce jour, on ne connaît pas très bien les interventions qui peuvent réduire ces biais-là. Ce qui va réduire ces biais-là, c'est l'expérience personnelle. Le fait par exemple, je me rappelle une conférence que je donnais, il y avait un prof d'éducation physique qui disait « Moi, j'ai maintenu ces biais-là et je les ai propagés toute ma carrière jusqu'à ce que je me blesse. » Et que je constate qu'il y avait des choses qui ont changé dans mon corps qui ne sont jamais revenues, puis là, j'ai compris. L'histoire de la ménopause, c'est un bon exemple aussi. Plus les gens vivent l'expérience personnelle de ne plus avoir le contrôle sur leur corps qu'ils avaient, là, on voit un changement. Fait que là, on peut pas créer ça chez les gens, on est un peu mal pris. Il y a quand même quelque chose qu'on a besoin de changer, de recréer l'effet du groupe de support dans un contexte plus large. Puis c'est là qu'on a tous une responsabilité et surtout comme université, dans notre façon de former nos futurs professionnels de la santé. Là, je dis ça, puis en même temps, je viens de dire que ça ne marche pas, mais on a quand même le devoir d'essayer. On a le devoir de les informer. On a le devoir de les convaincre, non seulement de leur donner l'information qu'on dit là, mais de les placer dans des situations où ils n'ont pas effectivement le contrôle sur comment ça se passe. Il y a des gens qui vont être convaincus par les faits sur combien de calories de différence d'absorption. Il faut avoir une approche multidimension. Il y a des gens qui vont être convaincus rationnellement. Il y a des gens qui ont besoin d'expérimenter certaines choses. Il y a des gens qui ont besoin d'avoir des modèles aussi. On a besoin de plus de personnes en position positive, position d'autorité, position de pouvoir, qui ont un poids élevé, ce qu'on a très peu, il y a très peu de diversité. Mon enfant de 5 ans écoute une émission produite par Barack Obama et sa blonde. C'est super, ça s'appelle Ada la scientifique, c'est super. Ça apprend la pensée scientifique aux enfants, j'adore. Tous les paramètres de diversité sont là, sauf le poids. On a des diversités en termes culturels, il y a un petit gars qui est autiste, il y a comme tout, sauf le poids. Tout le monde est raide maigre dans l'histoire. Puis là, j'ai le goût d'écrire à Barack Obama, je ne sais pas s'il va écouter, mais pour dire, on a besoin d'intégrer ce paramètre-là dans notre vision de l'EDI, dans notre vision de la diversité, parce que sinon, c'est toujours exclu, puis on se retrouve avec des gens qui... puis là, je sais que c'est long, ma réponse, mais j'ai un dernier exemple. Sinon, on se retrouve à juger la compétence des gens basée sur leur poids. Puis là, j'ai un exemple qui fait tout le temps un peu réagir.
Gaétan Barrette. Monsieur Gaétan Barrette, on ne sait pas si c'était un bon ministre de la Santé. On peut avoir une opinion personnelle là-dessus, mais il a été largement jugé sur la base de son poids en disant qu'il ne peut pas être ministre de la Santé s'il est gros. Puis je ne sais pas c'est quoi les qualités pour être ministre de la Santé. Je ne suis pas certaine qu'il les possédait, mais ça avait strictement rien à voir avec sa capacité à contrôler son corps et on est encore pris avec ce genre de choses-là. Donc, ma réponse est multifactorielle. Merci pour la question. Bien, c'est une très bonne réponse qui nous a amené plus loin. Merci pour la question, Catherine. On a 2 questions en ligne. Je vous propose d'alterner en toute équité. Alors, une question pour Alexandre. Ça tombe bien. La différence entre les 2 types de personnes, endo versus exo, est-ce une théorie qui a été appuyée par des données empiriques? Est-ce qu'on connaît des différences physiologiques entre les deux? C'est Marie-Ève Gagnon qui pose la question. C'est une excellente question. Donc, on parle encore d'un aspect un peu plus conceptuel, mais on sait que, par exemple, que la génétique, lorsqu'on va chercher tous les petits détails, les petites différences d'un individu à l'autre, on peut prédire entre 40 et 70% du poids d'un individu, uniquement avec la génétique. Donc, on s'entend qu'il y a un aspect qui est assez puissant. Donc, est-ce qu'on a réussi à identifier les endos, les exos? Je n'irai pas jusque-là. C'est plus une approche conceptuelle qui explique pourquoi il y a cette diversité génétique. Et pourquoi est-ce qu'en fait, ça peut arriver à expliquer à la fois des situations de surpoids ou des situations de poids qui seraient plus faibles. Donc, j'espère que ça répond à la question. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'on peut dire, on va cocher, moi je suis un exo, toi tu es un endo. C'est malheureusement un peu plus compliqué que ça. Mais la génétique, c'est un rôle qui est une composante très importante du poids. Merci. Je passe le micro tout de suite. Oui, bonjour. Donc, Michel Cyr, département de biologie médicale. Moi aussi, je voulais vous féliciter les 3. C'est vraiment formidable de voir le mélange à différents aspects, différentes perspectives. C'est vraiment incroyable. Moi, je suis plus biologie cellulaire, donc je vais poser une question de compréhension. Puis c'est le fun parce que tu viens de nous répéter endo-exo. Puis la question, c'est parce que ça a été soulevé avec Ozempic dès le départ. Fait que je me disais, Ozempic, c'est beaucoup plus périphérique. Dans ma vision, vu que ça affecte le GLP-1, j'ai toujours vu ça, un effet périphérique, donc l'exo, justement. C'est que tu vas pour la même consommation, mais ton métabolisme va être accéléré. C'est ce qui expliquait un peu pourquoi il y avait une perte de poids. Mais là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a la perte de poids, en fait, dès qu'on arrête Ozempic, puis moi, je l'ai vécu personnellement. La belle-sœur, c'est exactement ça qu'elle a vécu. Mais je me demandais, donc, ça voudrait dire que l'effet périphérique est non central. Donc, est-ce qu'il y a des récepteurs GLP-1 au niveau de l'hypothalamus? Est-ce que ça serait quoi, dans le fond, ton opinion face à cette différence-là? Puis, je voudrais rajouter un deuxième point. La belle-sœur, en fait, quand elle prenait Ozempic, elle mangeait moins. Vraiment, l'appétit était coupé. Je ne sais pas si les autres, vous avez remarqué ça. Et là, je me disais, là, c'est la satiété. Donc, j'ai une question mélangée, mais tu comprends un peu là, où je m'en vais. Absolument. Merci pour la question. Même si on peut avoir l'impression que le GLP-1, c'est un peu le médicament miracle qui fait qu'on peut continuer à manger autant et perdre du poids, il n'y a pas de magie. Le GLP-1, en fait, agit fortement dans le cerveau. Donc, le GLP-1, l'Ozempic, cette classe de médicaments va se rendre au cerveau, incluant l'hypothalamus, mais aussi à d'autres endroits, pour aller changer l'appétit, pour aller changer le désir alimentaire, pour aller changer la relation qu'on peut avoir face à la nourriture. Donc, quelqu'un qui va prendre du Ozempic va naturellement manger moins, manger différemment, entre autres à travers les effets du GLP-1, donc de l'Ozempic, peu importe comment est-ce qu'on appelle ça, sur le cerveau. Donc, ça amène de force des changements d'habitude de vie. On ne pourra pas dire, moi, je prends du Ozempic, donc je vais continuer d'aller manger de la malbouffe et, par miracle, je vais perdre du poids. Ozempic va amener à manger moins et à manger mieux. Donc, je pense que ça répond globalement à la question. Moi, j'aimerais savoir le email de ta belle-sœur, Michel. On va pouvoir y shooter les affaires d'équilibre, on ne sait jamais. Parfait. Bon, c'est une très bonne plug. On a une autre question en ligne. Est-ce que dans la salle, il y a quelqu'un qui se prépare une question aussi? Oui? Ah, bon, parfait. Pour savoir où est-ce qu'on s'en va. Alors, c'est Julie qui pose la question. On ne dit pas à qui. Je vais vous laisser débattre de qui va répondre. Je me doute un peu. Y a-t-il des études portant sur la grossophobie ou la discrimination contre les personnes grosses en milieu de travail? Il est facile de faire le constat qu'il y a moins de personnes en surplus de poids dans des postes de cadre, gestionnaire ou autres formes d'autorité. Que dit la littérature à ce sujet?
Mais oui, en effet, il y a beaucoup de littérature qui montre à quel point les personnes grosses sont discriminées dans plusieurs environnements, entre autres dans le milieu de travail, moins de promotion, moins d'embauche, moins bon salaire, moins de postes effectivement de cadre. Donc, c'est super important de prendre conscience de ces préjugés-là et il y a plein de manières de faire des milieux de travail plus inclusifs. Il y a la table québécoise sur la saine alimentation qui a une boîte à outils qui a été développée par Équilibre, puis le collectif Vital, un autre organisme qui travaille aussi sur la question de la grossophobie, où il y a un modèle de résolution que les employeurs peuvent mettre en place pour dire, ben moi, dans mon milieu, je m'assure que toutes les chaises soient accessibles pour l'ensemble des gens, que ce ne soit pas juste des petites chaises avec des accoudoirs, pour que les commentaires sur le poids ne soient pas tolérés, pour qu'il n'y ait pas des programmes axés sur la perte de poids des gens qui gagnent en milieu de travail. Donc, il y a toutes sortes de façons comme ça d'essayer de faire changer tranquillement les choses dans notre milieu. Puis c'est aussi le cas dans le milieu scolaire, dans le milieu de la santé. C'est vraiment, malheureusement, de la discrimination qui est partout, puis c'est bien documenté. On se prive d'une expertise, en fait, si on se prive de celle des personnes grosses. Je parle pas pour moi, là. On a beaucoup parlé de grossophobie dans cette conférence. Depuis quelques années, on a vu apparaître une nouvelle classe de militants anti-grossophobie dont le discours est de dire qu'on ne doit plus parler de maladie du tout et qu'on doit, dans le fond, certaines de ces personnes le disent que un de leurs objectifs, c'est que même le personnel médical ne devrait plus aborder ça avec leurs patients sous l'angle de maladie et sous l'angle de risque. Alors, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui va prendre de l'ampleur? Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle tendance? Ben, je pense que c'est super intéressant comme question, puis je pense que la réponse est toujours dans la nuance. Des fois, il manque de nuance d'un bord ou de l'autre. Je pense que c'est correct de continuer de parler du poids. Quand on parle de grossophobie, de prévention de la grossophobie, on ne dit pas qu'il faut faire du poids un sujet tabou, mais il faut juste choisir quand en parler, comment en parler et dans quel contexte. Donc, souvent, les personnes qui militent aussi puis qui disent, là, on est obèse, donc automatiquement, on est associé avec un certain niveau de risque de développer des maladies. On se fait parler de notre poids alors que c'est même pas le motif de la consultation médicale, par exemple. Bien, c'est là aussi qu'il y a des nuances à apporter puis plus de sensibilité peut-être à y avoir. Donc, c'est juste souvent l'appellation aussi, puis c'est un peu pour ça qu'on parle un peu plus du terme personne grosse au niveau plus populationnel, parce que c'est comme si de dire personne obèse, c'est associé automatiquement avec une catégorie d'IMC puis un risque de développer des problèmes de santé. Puis comme Marie-Pierre disait, il y a plusieurs personnes qui ont un poids plus élevé, qui ont des bonnes habitudes de vie puis qui n'ont pas nécessairement de problèmes de santé, ou il y a des personnes minces qui ont des mauvaises habitudes de vie, qui ne sont pas dans une classe qui les met à risque, mais qui ont quand même des problèmes de santé puis qui peuvent passer sous le radar. Donc, c'est vraiment dans toute cette nuance-là. Alors, je pense que c'est important de continuer de parler du poids, ne serait-ce que pour sensibiliser les gens aux impacts de la grossophobie, pour déconstruire certaines croyances, pour accorder un peu moins d'importance au poids ou pour déconstruire justement le lien entre le poids et la santé qui est plus complexe. Mais c'est important, je pense, que tout le monde puisse partager son point de vue, parce que c'est là que des fois, quand il y a des genres de chocs de valeurs, bien, ça nous permet de se poser des questions, puis après ça, peut-être de pouvoir expliquer avec un peu plus de nuances les raisons, dans le fond, des deux côtés. Mais c'est vrai qu'il y a encore des problématiques poids-santé qui sont associées, mais c'est pas systématique non plus. Il y a un point important, merci, très pertinent, l'idée de la nuance. Il y a un point important, puis c'est dans la formation aussi des futurs professionnels de la santé. La plupart du temps, quand un professionnel de la santé veut parler du poids, il veut parler des habitudes de vie. C'est juste qu'il fait un raccourci, puis il va avoir l'impression que c'est plus convaincant. Puis ça, c'est une des erreurs, je pense, qu'on a fait en termes de santé publique, d'attacher les deux ensemble. C'est important d'être actif, c'est important d'avoir une alimentation variée. Ah, puis si vous faites ça, vous allez être mince, ça va être mieux, pour essayer de convaincre les gens. Mais le fait d'être actif physiquement, le fait d'avoir une alimentation diversifiée, c'est bon, peu importe le poids. Et ça, les professionnels de la santé ont besoin de continuer à en parler. Fait que souvent, on a besoin juste de les former à, mais c'est quoi, quand tu veux lui parler de son poids à cette personne-là, ce que tu veux, c'est lui parler de son niveau d'activité, de lui parler, et c'est ça qui est important. Puis ça, c'est un vrai levier qui ne devrait pas toujours être associé au poids, parce que c'est un raccourci qu'on fait qui est très dangereux, parce que quand les gens deviennent plus actifs physiquement, ils ne perdent pas de poids, ils vont arrêter d'être actifs physiquement parce que ça leur sert à rien. Et ce qu'on veut, c'est que les gens soient le plus en santé possible. Donc, des fois, de déconstruire ce lien-là, c'est une des avenues de formation qui va être super importante pour que les professionnels de la santé se sentent encore le droit de parler de ce qui est important aux personnes qu'ils rencontrent sans avoir à passer par le poids nécessairement. Pour rajouter une toute petite chose, on a tellement un accent important mis sur l'apparence présentement plutôt que la santé lorsqu'on parle du poids, que c'est pas surprenant qu'on se retrouve avec le retour du balancier qui dit
sacrez-nous patience avec l'apparence. Peut-être en oubliant la santé encore une fois, mais au final, il faudrait qu'on remette la santé au cœur de tout ça et peut-être qu'on laisse tomber un petit peu les apparences. Oui. On a une autre question dans la salle, mais sacrez-nous patience avec la balance, c'est pas un vrai slogan. Ça pourrait. Ben non. Ça pourrait. Je pense qu'Alexandre, c'est le prochain porte-parole des clients. C'est bon, on vous laisse la parole. Bonjour, merci beaucoup. Merci pour cette excellente présentation. Un beau relais aussi. Bravo. Donc, mon nom est Julie Hull. Je suis professeure au département des sciences infirmières, membre du GERAS également. J'avais préparé une question, mais Marie-Pierre t'a répondu avant que je pose ma question. Alors, je me suis préparé une deuxième question. En fait, c'est aussi pour faire un lien avec ce que le professeur Berthoud a posé comme question. Donc, pouvez-vous nous différencier l'obésité de l'obésité clinique? Je suis en sciences infirmières, donc on va faire une distinction entre les deux. Donc, j'aimerais avoir votre point de vue par rapport à ça. Et j'ai une deuxième question aussi qui va en lien avec les saines habitudes de vie. Vous avez parlé d'alimentation, d'activité physique. Quel est l'effet de l'activité physique sur l'effet neurométabolique de l'activité physique et quel pourrait être son impact sur, justement, les modifications au niveau de l'obésité? Donc, voilà, je vous laisse avec ces deux questions-là. Le mot-clé neurométabolique, là, j'assume que je vais devoir prendre le micro pour cette portion-là. Je transférerai par la suite. L'activité physique, c'est quelque chose de génial. C'est le meilleur médicament qu'on connaît, accessible, relativement gratuit. Pas toujours aussi simple pour tout le monde, évidemment, à faire. Il y a un adage en anglais, je vais commencer en anglais, je le traduirai par la suite. You can't outrun a bad diet. C'est souvent utilisé comme quoi est-ce que l'activité physique en soi, c'est pas un outil de contrôle du poids, mais un outil de contrôle de la santé. C'est pas toujours une manière d'arriver à perdre du poids qui est hyper efficace, mais c'est une manière d'être en santé. C'est peut-être une des raisons pourquoi est-ce qu'on l'oublie et pourquoi est-ce que quelqu'un qui fait de l'activité physique, qui n'arrive pas à perdre du poids, comme Marie-Pierre l'a expliqué, dit c'est un insuccès, donc je vais abandonner. Pourtant, les effets sur la santé étaient bel et bien tangibles. Est-ce que maintenant l'activité physique a des effets au niveau du cerveau? Absolument. Donc, les bienfaits, c'est pas uniquement au niveau du poids corporel de la silhouette. Ça va rendre le cerveau plus en santé. Ça peut aller renverser certains changements qu'on observe dans le cerveau dans une situation d'obésité. Mais on en sait encore assez peu. Puis en fait, j'en ai pas parlé aujourd'hui, mais on intègre différents paradigmes d'activité physique dans nos recherches pour essayer de comprendre si on peut voir des effets peut-être opposés par rapport au surpoids ou à la limite des effets protecteurs. Pour ce qui est de la distinction obésité, clinique-obésité, je passerai le micro à la première. Oui, c'est la question de l'heure, vous l'avez bien souligné. Je pense que cette mini-révolution-là, comme vous l'avez appelé, de parler d'obésité versus obésité clinique, c'était vraiment une tentative, on va dire, officielle de départager l'apparence de la santé. Parce que la silhouette du corps, la forme du corps, j'essaie de nuancer mes mots, ça peut avoir avec la santé. Et le fait de dire, il y a une obésité qui est clinique, c'est de dire, ça, c'est le phénomène qu'Alexandre étudie. C'est le phénomène qui peut être étudié par les scientifiques, qui peut être compris, qui peut être traité, ça, c'est l'obésité clinique. Lorsqu'il y a vraiment une association, vraiment des risques pour la santé, mais pas des risques pour la santé, des problèmes de santé qui sont avérés. C'est-à-dire que la personne se présente dans une position où elle a actuellement des problèmes de santé, puis on peut voir une association entre ces problèmes-là et son poids. Ça, c'est l'obésité clinique. La forme du corps d'une personne, c'est-à-dire ce qu'on voit quand on n'est pas en train de mesurer la santé d'une personne, ça, on appelle plus ça, ou on devrait plus appeler ça de l'obésité. On devrait appeler ça une silhouette, un corps gros, un corps avec un poids plus élevé. On a un projet de recherche super intéressant mené par ma collègue Noémie Carbonneau, qui est dans la salle, sur comment on devrait dire, là, tu sais, on a utilisé toutes sortes de mots pour parler de cette réalité-là. Obésité clinique, c'en est un autre encore plus précis. Ces termes-là désignent des choses qui sont différentes. Si je parle d'un corps gros, je parle d'un corps qui a une certaine forme. Si je parle d'obésité clinique, je parle
parle d'un phénomène médical documenté. Et ça, on ne peut pas le savoir en regardant une personne. On ne peut pas mesurer la santé d'une personne juste en la regardant. Ça, c'est le raccourci qu'on a fait. Donc, l'obésité clinique, c'est ça. C'est le phénomène médical documenté qu'on voit chez une personne en particulier et sur lequel les scientifiques travaillent. Puis, même pour la présentation aujourd'hui, Alexandre a demandé dans nos discussions, a dit, fait que là, moi, je vais dire obésité, c'est ça, faut que je dise. Oui, oui, parce que c'est ça que tu étudies. Mais si je parle de quoi les gens ont l'air et avec quoi les gens se préoccupent, tu sais, les gens, là, le 50 et quelques % qui sont préoccupés par leur poids, ils ne sont pas en train de se demander souffrais-je d'obésité clinique. Ils sont en train de se regarder dans le miroir et de juger la forme de leur corps. Donc, on parle vraiment de phénomènes qui sont différents. Puis, le terme obésité clinique nous permet d'avoir un terme encore plus précis pour définir et parler de ce phénomène médical-là. Merci beaucoup. Voilà une belle démonstration de l'importance du travail en interdisciplinarité ou intersectorialité. Effectivement, vous êtes quand même une masterclass sur le sujet. Là, on est à 13h32. On avait une dernière question. Je vais la poser parce que c'est une question, je pense, qui va toucher certaines réponses que vous avez déjà données puis qui permettrait de faire un beau wrap-up. Fait que je vous laisserai le mot de la fin avec cette réponse-là, mais quand même, prendre le temps de remercier vous tous qui êtes ici, vous tous et toutes qui êtes ici en présence, les gens en ligne également. Merci à Carole d'avoir mis la table de si belle manière sur l'importance du sujet que vous avez abordé de manière passionnée et passionnante. Et moi, je me rappelle de quelque chose que tu as dit, Mère-Pierre, sur le plaisir. Si on n'a plus de plaisir à manger, où est-ce qu'on va prendre le plaisir? En tout cas, moi, j'ai eu le plaisir de vous parler déjà par le passé, mais tu avais dit quelque chose là-dessus dans le cadre de vos répliques choc, parce que vous êtes forts là-dedans tous les deux. Donc, on dit l'industrie de la diète a fait un changement de cap en parlant de bien-être et de santé. Moi, on parle de symptômes ressentis plutôt que de l'apparence. Est-ce que, selon vous, c'est une façon de contourner la vague de sensibilisation à la grossophobie ou est-ce que c'est justifié d'offrir des services d'aide à la perte de poids dans le but de favoriser la santé? Êtes-vous capable d'embarquer un mot de la fin là-dedans? Je pense que je vais passer la parole à Andréane, mais je commencerai par dire que l'année passée, au moment du lancement de la campagne, je pense le pouce en commentaire ou quelque chose comme ça, c'était le jour où Weight Watchers a fait faillite. Coïncidence? C'est une piste. Bien, effectivement, l'industrie de l'amaigrissement adapte son message en fonction aussi du message de santé publique. Là, on parle des impacts de la restriction, c'est pas bon les diètes, ça a des impacts négatifs, les gens reprennent leur poids. Donc, ils essayent d'adapter un petit peu en disant non, c'est plus des diètes, vous pouvez manger de tout, mais comptez vos points quand même, mais vous pouvez manger ça, mais juste le samedi. Donc, tout ça, quand il y a des règles à suivre, quand il y a un programme, puis quand c'est pas une approche personnalisée, c'est tout un peu la même affaire. Puis finalement, c'est parce que ça ne va pas en profondeur. La réalité des gens est tellement différente. On en a parlé aussi au niveau de la génétique, au niveau des biais. On ne peut pas penser qu'une méthode un peu one size fits all va fonctionner pour tout le monde. Donc, le mieux, c'est de prendre cet argent-là, puis qu'au lieu de le donner à l'industrie de la diète qui veut pas nécessairement notre bien ou notre santé, mais plus notre argent, ben de l'investir peut-être pour consulter des nutritionnistes, des professionnels de la santé, des psychologues, des kinésiologues, ou juste de s'informer, de se sensibiliser. Mais une diète, ça reste une diète. Puis quand ça devient trop contraignant, puis qu'effectivement, on ne peut plus avoir de plaisir, puis surtout quand c'est des changements qu'on fait de façon ponctuelle, puis qui vont être tellement difficiles à maintenir dans le temps qu'on risque de les abandonner, ben le résultat va être assez prévisible. Puis ce qui est aussi très dommage, je trouve, c'est que les gens ont tendance à s'attribuer le blâme. Comme tu disais tantôt, on peut s'attribuer le succès, mais on s'attribue le blâme. Puis les gens ont jamais tendance à remettre en question la méthode. Ils vont dire « Ah, c'est moi, j'ai manqué de volonté, j'ai abandonné », mais c'est la méthode qui est inefficace. Et ça, c'est bien documenté aussi que les gens reprennent la majorité du temps le poids perdu en suivant une diète. C'est une belle pub pour notre nouveau programme de nutrition. Oui, oui, exactement. Il va y avoir des nutritionnistes à l'UQTR. Effectivement, je rajouterais un petit aspect qui est intéressant en comprenant qu'il y a tellement de différences d'une personne à l'autre, je pense que naturellement, ça nous amène à comprendre qu'on ne peut pas utiliser le même chemin pour aller améliorer la santé lorsque le poids finalement est l'obstacle. On parle beaucoup de nutrition, de précision, des approches qui sont personnalisées. C'est vers là où est-ce qu'on se dirige, des interventions qui sont adaptées aux individus, qui vont permettre d'avoir une bonne réponse en fonction de la personne, en fonction de ses habitudes, en fonction de sa génétique. Comme on disait, le one size fits all, c'est peut-être payant, mais c'est pas efficace.